qu'entre déportation et transportation, il y a vraiment une marge très très faible. Dans son ouvrage intitulé « Les Algériens du Pacifique », Mehdi Lalaoui est arrivé à cette conclusion. Dans une même famille d'insurgés, certains deviendront des droits communs, d'autres seront des politiques. Ils seront respectivement désignés sous le terme de transportés et de déportés. Il ne faut quand même pas oublier que l'Algérie étant occupée et étant colonisée, un certain nombre de personnes qui se révoltaient contre la présence française ou qui commettaient des actes qu'ils n'auraient peut-être pas commis si les Français n'avaient pas été là, ont été condamnés à des peines de droit commun. Ce qui permettait également de les éloigner. Hein. Et donc, c'est tout le problème de la mythologie européenne. Robin des Bois est-il un voleur ou un héros? Je crois qu'il y a un travail à faire dessus, de voir comment certaines peines ou certaines condamnations qui ont un caractère de droit commun sont en réalité posées pour des faits qui sont peut-être des faits politiques aussi. Ces archives restent des complices redoutables. Elles nous livrent sans censure l'ambiance de cette époque. Dans ces documents se dévoilent les portraits étonnants de ces révoltés tombés dans l'oubli. Passionnant de ces dossiers, c'est véritablement le côté humain qu'on y découvre. Parce que, outre toute la paperasserie administrative, etc., quand il y a des lettres privées, on arrive à trouver des tas de renseignements et sur la famille, et sur le déporté lui-même, et sur ses idées, etc. Quand vous regardez, ne serait-ce que les dossiers individuels des condamnés, quels qu'ils soient, vous êtes à chaque fois en présence d'un roman. Alors il y a des romans très courts, très tragiques, vous avez la date de naissance, la date de condamnation, la date de mort, quel que soit le sujet de la condamnation, vous avez la famille, vous avez la raison pour laquelle la personne est tombée sous le coup de la loi. Donc vous avez ce côté romanesque qui en plus se trouve accentué par les décors. Vous avez un univers de l'exotisme, que ce soit la Guyane ou que ce soit la Nouvelle-Calédonie. On ne sait pas très bien où c'est, mais vous imaginez la forêt, les îles, la mer. Donc vous avez ça qui est aussi fascinant. Et je pense que c'est un peu tout ça qui m'intéresse, c'est de voir comment ça fonctionne. Ce sont des archives avec lesquelles vous ne vous ennuyez jamais. Gisèle Chauvet, sociologue et chercheur qui a fait une thèse sur les déportés algériens, parle de sa rencontre avec les déportés à travers les archives. Les archives, c'est un contact très étrange, parce que vous tombez sur une lettre de quelqu'un qui a vécu dans sa chair, qui a souffert. Quelquefois, moi, les larmes me venaient. Et alors, j'ai cherché plusieurs années, ça a été 3 ans aux archives, parce que je passais aux archives, j'essayais d'aller très très vite, j'enregistrais les choses pour aller le plus vite possible, mais j'avais pas le temps de tout voir. J'ai voulu comprendre les hommes, voilà, j'ai voulu comprendre ces hommes-là, et en même temps que je les ai compris, je les ai aimés. Je peux vous dire, c'était mes amis. Donc j'ai eu un rapport en fait affectif avec eux. En consultant les dossiers, on découvre que ces déportés et transportés sont originaires de différentes régions d'Algérie. إذا المنفيين نتاوعنا أنا نشرت مجموعة كثيرة من الوثائق تلقى منفيين هنا من منطقة شرشال، تلقى منفيين من منطقة بسا، تلقى منفيين من منطقة بسكرة، تلقى منفيين من منطقة البابور، جيجل، سكيكذا، شقفة، مولاي الشقفة إلى آخره، بجاية، برج بوعراريج، منطقة جرجرة. يعني المنفيين لا ينتمون إلى منطقة واحدة. Toutes les archives et les travaux de recherche lient la déportation des Algériens en Nouvelle-Calédonie aux différentes insurrections en Algérie, et particulièrement celle de Cheikh el-Mokrani et el-Haddad. Puisque je pense que l'insurrection d'El-Mokrani est une des insurrections les plus massives du 19e siècle, après celle d'Abdelkader,
puisque celle-ci est plus emblématique et elle est en plus immédiate. Et finalement, je pense que ça permet de comprendre aussi pas mal de choses sur les motivations qui ont été souvent dénaturées à travers les recherches, puisque souvent les recherches sont faites à partir de sources françaises, donc évidemment très terriblement objectives. Et là, finalement, dans des rapports, on trouve des choses très objectives. Et c'est quelque chose d'important pour pouvoir travailler en histoire. Et ça permet évidemment de comprendre les motifs des insurgés. Nous demandons à Madame Taïmit de nous montrer le dossier de Boumezouag Mokrani. Le dossier de Mokrani était dans le carton H69 et le voilà. Et donc, suivant les cas, les dossiers comportent plus ou moins d'éléments. Le dossier de Mokrani est relativement étoffé. On a l'arrêt de la cour d'assises de Constantine qui le condamne, et puis des correspondances relatives à sa détention. Il est déclaré coupable de participation à la guerre civile. Il a été condamné à la peine de mort. Pour mieux comprendre la révolte, nous nous rapprochons du docteur Yahya Bouaziz, qui a consacré sa vie de chercheur aux différentes révoltes, et particulièrement à celle de Mokrani et El-Haddad. إذن من صغري كنت أميل لدراسة التاريخ، فلما اقتحمت الجامعة جات أمامي ثورة 71 لأنه المنطقة نتاعي الجعافرة في منطقة برج بوعراريج تمست كثير بهذا. نسمع من كبار الناس يتحدثون على هذه الثورة وكذاش، لذلك رحت ندرس، اهتميت يعني بالثورة هذه نتاع 71 وما كانتش مدروسة. Parler de la révolte d'El-Mokrani et Cheikh El-Haddad et ses conséquences nous amène au début de la colonisation française. C'est sous Charles X que l'agression contre l'Algérie fut décidée. À Sidi Fredj, le 5 juillet 1830 débuta le débarquement des Français dirigé par le général de Bourmont. La résistance a débuté avec l'émir Abdelkader dès 1832. Elle a duré 15 ans. Pendant ce temps, de nombreuses révoltes furent déclenchées à travers le pays. Ahmed Bey dans l'Est algérien. La révolte de Ben Nasser Ben Chouhra. La révolte de l'Oasis des Ahatcha et des Ibans. La révolte menée par Cherif Boubarla et de Fatma Msoumer en Kabylie. La révolte de Oulad Sid el-Cheikh. La révolte de Soukharas. Toutes ces révoltes éclatèrent avant celle de Mokrani et de Cheikh El-Haddad en 1871. Pendant toute cette période de révolte et de résistance, tous les historiens et écrivains s'accordent à dire que les répressions furent terribles, que la population vivait dans un désarroi total, une population qu'on voulait anéantir à tout prix. On leur enlève le marché, qu'est-ce qu'il leur reste? On leur enlève leur terre, qu'est-ce qu'il leur reste? Donc on leur enlevait la ressource, ils n'avaient plus d'autre choix que de se révolter. Le 14 mai 1840, dans un discours à la Chambre des députés, Bugeaud déclare « Partout où il y a de bonnes terres fertiles, c'est là qu'il faut placer les colons sans s'informer à qui appartiennent ces terres. » C'est lui-même qui ordonna la confiscation des terres au profit des colons, comme en témoigne sa déclaration du 8 avril 1841. Les propriétés particulières et les corporations qui auront été indispensables seront expropriées d'urgence pour cause d'utilité publique. Dans les comptes rendus, eh bien, il est dit qu'il faut frapper les populations de terreur. Il faut leur montrer le châtiment qu'ils vont encourir s'ils se révoltent à nouveau. Les déclarations de militaires français conservées dans les archives sont éloquentes. En mai 1841, le général de Saint-Arnaud déclare « Ruiner toutes les villes, toutes les possessions de l'émir. » Le 5 mars 1843, à Philippeville, le colonel de Montagnac écrit « Toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. En un mot, anéantir tout ce qui ne rompra pas à nos pieds, comme des chiens. » Le 24 janvier 1845, dans un discours à la Chambre, le général Bugeaud déclare « J'entrerai dans vos montagnes, je brûlerai vos villages et vos moissons. Je couperai vos arbres fruitiers, et alors ne vous en prenez qu'à vous seuls. » Je pense que ce climat colonial existe depuis le début de la colonisation. Le colon est
Ils cherchent avant tout à s'installer, et s'il faut tuer pour s'installer, s'il faut repousser dans le désert, c'est la phrase qui revient souvent, s'il faut rejeter les populations dans le désert, il n'y a absolument pas d'état d'âme. على مستوى الجزائر كلها عائلات بحالها وقبائل وأعراش بحالها. إذن كل إنسان في روح وطنية بالنسبة لفرنسا ماذا بها ما يبقاش في الجزائر. إذا نجموا يقتلوه ولا يقبضوا عليه يطوعوا هالوسالة إذا ما كانش يرهموه يهجر خارج البلاد. Une population délestée de ses biens, chassée de ses terres et même les forêts, leurs derniers moyens de subsistance leur ont été interdites par la loi de 1851 qui décide la propriété de l'État sur l'ensemble des forêts algériennes. فقانون الغابات كان له تأثير كبير بحيث قطع آخر مصدر رزق بالنسبة للجزائريين فمنع الجزائريون من دخول الغابات من قطع الأخشاب وبيعها. Le 22 avril 1863, une mesure qui fera date, le fameux Senatus Consulte, qui vient réglementer la colonisation. Il stipule en son article 1er « Les tribus de l'Algérie sont déclarées propriétaires des territoires dont elles ont la jouissance permanente et traditionnelle à quelque titre que ce soit. Tous actes, partage ou distraction de territoires intervenus entre l'État et les indigènes relativement à la propriété du sol sont et demeurent confirmés. » Le projet de ce Senatus Consulte, c'était de permettre la libre circulation des terres en tant qu'article de commerce et leur transfert depuis les Algériens vers les colons. Donc en fait, c'était sous la forme légale une décision de transférer les terres des mains des Algériens entre les mains des colons. Comme si tout cela ne suffisait pas, les Algériens se voyaient frappés par d'innombrables impôts et taxes diverses. من أشهر هذه الضرائب نجد ضريبة الحكور والتي كانت تفرض على استغلال الأراضي العزلية والأراضي العرشية، إضافة إلى ضريبة العشور وهي أيضا كانت تفرض على استغلال الأراضي الزراعية. ثم هناك الزكاة والتي كانت تفرض على الحيوانات، فكل جزائري يملك الأغنام أو الأبقار يدفع ثمنا لذلك، إضافة إلى اللزمة وهي ضريبة خاصة فرضت في البداية على بلاد القبائل ثم عممت. ونجد ضرائب أخرى قد هذه الضرائب تدعو للإثارة والعجب، منها ما يسمى بالضرائب أو السنتيمات الإضافية لسنتيم أديسيونال والضرائب الاستثنائية لسنتيم إكستراوردينار. وهذه الضرائب كان يدفع الفرد بمعدل سنتيمين 2 سنتيم على كل فرنك فرنسي من مدخول الفرد، إضافة إلى الغرامات التي كانت أيضا تعقب كل انتفاضة وكل ثورة حسب المناطق التي كانت تقع فيها هذه الانتفاضات والثروات. Le 8 novembre 1868, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse et décide la mobilisation de l'ensemble des forces, en France et dans ses colonies. Spahi et Djouad sont appelés à se battre pour la France. Alors pour la première fois, on leur demandait de quitter leur terre et d'aller en France, en métropole, en territoire français, pour défendre l'intégrité du territoire français, la souveraineté française. Ils voyaient là 2 inconvénients. Premièrement, d'aller quitter l'Algérie, quitter leur territoire et aller dans une terre étrangère. Deuxièmement, d'aller se battre pour la souveraineté française, pour l'intégrité du territoire français, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas reconnus comme citoyens français. Ils étaient, du point de vue des droits, des sujets de la France. Louis Vaution en parle dans son livre « Sil Hadj el-Mokrani, la révolte de 1871 ». Ces musulmans qui venaient de se battre avec nous par le froid, par la neige et dans des conditions terribles que l'on se rappelle. Sur 20 000 d'entre eux, venus se ranger sous nos couleurs, 10 000 étaient restés sur les champs de bataille et c'est quand leurs cadavres étaient à peine refroidis qu'un décret paraissait à l'officiel naturalisant tous les juifs. C'est le décret Crémieux qui fut signé le 24 octobre 1870, accordant la nationalité française aux seuls juifs algériens. C'est une accumulation d'événements qui ont eu des conséquences sur la population. Famine, répression, appauvrissement, qui déclenchèrent la révolte de 1871. بشر سنة 70 روي عنه أنه قال لقد ضيعنا أوقاتنا مع هذه الإدارة الفرنسوية. إذن يعني في سنة 70 البشر محمد المقراني
كان في وضع سيء جدا ولم يبقى هناك مجال إلا لانتفاضة إلا إعلان الثورة. Le 12 mars 1871, Mohamed El Mokrani, dans une lettre au général Augereau, écrit « Je m'apprête à vous combattre, que chacun prenne son fusil. » Il envoie une proclamation à toutes les tribus, leur demandant de combattre l'envahisseur pour se réapproprier les richesses du peuple algérien. Le 16 mars 1871, Mokrani déclencha la révolution à partir de Borj Bouaririj, à qui il réservait depuis longtemps ses premiers coups. الانتفاضة نتاع المقراني تمتد من بني مناصر في شرشال إلى تبسة شرقا، ومن البحر من بجاية وسكيكدا وجيجل والبابور إلى عين طيبة في الصحراء، يعني ما يقرب من ثلثي مساحة الجزائر كانت تشملها ثورة المقراني، لأن الحقيقة المقراني أعلن الثورة، ولكن من 16 مارس لغاية أبريل أوائل أبريل لم يجد المقراني الاستجابة من القاعدة الشعبية، لأن القاعدة الشعبية يتحكم فيها الناس اللي عندهم تأثير خاصة من الناحية الدينية، فولذلك اهتدى للشيخ الحداد. فإذا قصد بعث وفدا يوم 6 أبريل للشيخ الحداد، والشيخ الحداد قبل وأعلن الجهاد يوم 8 أبريل وقال سنرمي فرنسا في البحر. Le 8 avril 1871, et sur la place du marché de Seddouk, Mohamed Meziane Ben Cheikh El-Haddad de la confrérie des Rahmaniya, âgé de 80 ans, et ses deux fils Si Aziz et Si Mohamed donnent le signal pour s'associer à El Mokrani et combattre le colonialisme français. L'appel de la confrérie des Rahmaniya va ramener 120 à 130 000 personnes, alors que le Mokrani avait réussi, ce qui est déjà un chiffre conséquent, à réunir 25 à 30 000 personnes eux-mêmes. Et vous imaginez cette espèce d'effet supplémentaire qui se rajoute. Ce fut la victoire de Mokrani, car la révolution a pris une autre ampleur. يمكن نقول أن هذه الانتفاضة ماهيش قضية تاع قبائل ولا تاع عرب، يعني فيها جزء ثلثين تاع الجزائر هذاك الوقت اللي ناض في هذاك الوقت، وكان كل الجزائريين اللي كان عندهم علاقة سابقا في العهد العثماني وما بعد العهد العثماني في عهد الأمير عبد القادر وحمد باي، كلهم دخلوا في هذه الانتفاضة من أقصى شمال إلى أقصى جنوب، ويمكن نقول من أقصى شرق إلى الغرب بصفة عامة. Les pertes françaises étaient importantes, et pour calmer sa rancœur, le général Serrez jeta ses hommes contre les villages, les jardins et les vergers. Il fit brûler les habitations, couper les arbres fruitiers et vider les silos. La répression fut terrible. Le 5 mai 1871, Cheikh Mohamed El Mokrani, chef de la révolte, tomba mortellement frappé par les balles du 4e zouave à Oued Souflette. Mokrani est mort 51 jours après le début de la révolte. Son frère Boumezrag Mokrani prit la relève. En ces premiers mois de 1871, beaucoup de régions furent l'objet d'événements. Les historiens disent que plus de 300 batailles et combats contre les Français eurent lieu avant que la longue marche ne s'arrêtât le 20 janvier 1872 avec l'arrestation de Boumezrag Mokrani au sud, dans la région de Ouargla. Les conséquences de cette révolte ont été désastreuses pour la population. لكن الانعكاسات نتاع الثورة انعكاسات كبيرة جدا. أنا ما تنساش باللي في نهاية الثورة أولا صادرت أكثر من 500,000 هكتار من الأراضي ووزعتهم على المطرودين الفرنسيين المطرودين من إقليمي الألزاس واللورين في فرنسا. إلى جانب هذا غرمتهم ب 98 مليون فرنك. 98 مليون فرنك في ذلك الوقت هي أكثر من 98 مليار اليوم. En plus des séquestres des terres, on a imposé aux populations un impôt de guerre qui représentait 70% de la fortune des populations de l'époque. وطبعا شردت معظم السكان معظم القبائل وقادت إلى المحاكم يعني
آلاف الناس قادتهم إلى المحاكم. Il y a d'un côté une volonté de condamner. Ça, la volonté, elle est indéniable. Elle vient de très haut puisqu'elle vient du ministre. Elle vient du gouverneur qui ne fait que transmettre finalement les ordres qu'il reçoit de France. Donc il y a une volonté, il n'y a pas d'état d'âme, pas de scrupule. Il faut condamner ces insurgés parce qu'en plus, en les condamnant, on peut facilement légitimer un séquestre puisque c'est aussi le fonds économique et joue de manière très importante. Il faut condamner aussi puisqu'il faut essayer d'éliminer au maximum les notables, puisque les notables, on se rend bien compte que ce sont eux qui tiennent les insurrections, que ce sont eux qui les lancent. Et donc il fallait aussi détruire ces élites. On peut, dans certains documents, dans certaines archives, il y a mention d'à peu près 2000, près de 2000 personnes appartenant à cette élite. L'élite religieuse, l'élite intellectuelle, l'élite politique, l'élite militaire, qui ont été soit arrêtés, réprimés ou déportés. فإذا الشعب نتاعنا بعد 71 يعني تعرض لأزمة كبيرة جدا، أزمة كبيرة جدا من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية. يعني أنا خدمت في أرشيف قسنطينة، أرشيف قسنطينة في حاجات كثيرة. على لما تشوف يعني قوائم المصادرات وتشوف قوائم الناس اللي تقدموا للمحاكم وتشوف التشريد يعني شيء لا يتصور. Le 10 mars 1873 s'ouvrit au tribunal d'El Koudia à Constantine le procès des grands chefs. Ce procès dura 56 jours, un procès pendant lequel furent jugés 213 révoltés, des chefs dont 19 membres de la famille Mokrani. Ces révoltés furent jugés par un jury que contestent aujourd'hui les historiens. Il faut bien comprendre que les jurys de cour d'assises ne comprennent que des colons français. Il n'y a aucun Algérien qui siège dans les jurys de cour d'assises, hein. De même que dans les jurys militaires, dans les conseils de guerre. Ça me semble évident. Dans son livre sur les déportés, Germaine Maillet écrit: Il fallait des jurés. Ils furent nommés, tous colons, lourds de rancune, avides de terres d'expansion. On a décidé de refuser à ces prévenus le statut de détenu politique et donc le procès n'était pas un procès politique. En plus, ce procès qui se déroulait en assises, le jury était un jury constitué de colons. Donc, le jury était jugé partie dans l'affaire. Armand Jala, historien et chercheur dans sa thèse sur les procès des révoltés algériens de 1871, a été frappé par ce propos. Il y a une phrase d'ailleurs du gouverneur qui dit « Nous sommes les vainqueurs, la loi doit absolument asseoir définitivement l'autorité de la France en Algérie. » هذا الناس عندما قدموا للمحاكمة قدموا يعني على أساس حيثيات واتهامات ما أنزل الله بها من سلطان، على أنهم قتلة، على أنهم مخربون، على أنهم ضد الحق العام، على أنهم يعني قتلوا الناس، خربوا، حرضوا على الفتنة. Bouezrag est le seul qui, lors de l'insurrection, lors des procès de l'insurrection, déclare qu'il s'est insurgé, qu'il l'a fait volontairement, que c'est un acte politique, qu'il ne le nie absolument pas, et il endosse tout à fait le rôle de commandant finalement des troupes après la mort du Bachagam et Mokrani. Eh bien, Bouezrag va être condamné à mort pour complicité d'incendie. الشيخ الحداد قالوا من ضمن الحيثيات اللي قالوها على الشيخ الحداد هو أنه كان يحرض الناس باش يقتلوا بعضهم بعض. الشيخ الحداد شيخ طريقة في عمره 80 عام، مش تعرف يعني كذيب السلطات الفرنسية، فاستعملت أشياء كثيرة. وعلى كل حال المحاكمون تعرضوا لشيء لا يتصور: الضرب، المهانة، العري، الجوع، يعني تعرضوا لمختلف الإهانات التي لا يمكن أن يتصورها الإنسان. Donc le droit colonial est un droit excessivement lourd et beaucoup plus lourd que pour ce qui est des Européens qui seraient jugés sur place. Eh bien, la magistrature va encore accentuer en estimant qu'il faut absolument rendre une justice qui frappe de terreur les populations. Et c'est la phrase qui revient constamment. La sentence tomba. Bouezrag el-Mokrani est condamné à mort, peine commuée en déportation. Après cette condamnation
il s'exclama « Eh bien, il faut mourir plus tôt ou plus tard. Pour moi, ça aurait été plus tôt. » Si Aziz el-Haddad et son frère Mohamed sont condamnés à mort, peine commuée en déportation. Cheikh el-Haddad est condamné à 5 ans de prison. الشيخ الحداد كي سمع الحكم قال لهم لقد حكمتم علي هو قال 5 سنوات لكن أراد الله فقط 5 أيام. صدر الحكم يوم 19 أبريل 73 وتوفي هو يوم 29 أبريل في قسنطينة، وأوصى بأن يدفن في قريته بصدوق، ولكن رفضوا مخافة أن الجنازة نتاعو تتحول إلى مظاهرة، وهو الشيء اللي حصل حتى لعزيز لما توفى في فرنسا. En plus de la sentence sévère infligée, la famille Mokrani a subi des représailles dont se souvient encore Mohamed Boumezrag. Les conséquences, ce sont les conséquences les plus désastreuses. Je crois je vais dire que peut-être qu'en Algérie, tout le monde a subi le même désastre, mais pour les Mokrani, ça a été un désastre beaucoup plus terrible. Mais après, c'est toute une famille qui a été complètement dilapidée et pourchassée, et pour cause. Medjana, qui était pratiquement le fief, c'est-à-dire le château où vivait sur 22 km, 22 hectares d'enceinte, où toute la famille vivait.